Formation sur la transformation des déchets en biogaz. D'abord, qui suis-je? Je me présente. Je me nomme Adji Jocelyn. Je suis ingénieur des travaux en électrotechnique. Donc, ma formation de base, c'est l'électricité, bâtiment et industriel. Mais à part ça, je me suis spécialisé dans l'installation des panneaux solaires et des biodigesteurs pour la production du biogaz. Donc, c'est le module sur la production du biogaz que nous allons voir ce soir. Alors, j'ai commencé la production de biogaz tout petit. Je vais vous faire une petite historique. Je me suis intéressé à la production du biogaz. Alors, pour commencer, je n'avais pas suffisamment de moyens. Mais en fouillant un peu plus loin, je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas avoir grand-chose avant de commencer. Donc, j'ai commencé avec les bidons de 25 litres. J'ai travaillé, j'ai fait des recherches jusqu'à ce que j'ai pu y arriver. J'ai suivi aussi des formations. Donc, voilà, j'ai continué mes expériences sur le biogaz jusqu'à ce que je parvienne à le brûler sur une cuisinière. Voilà la photo qui est ici. Et j'ai partagé certaines vidéos sur notre chaîne YouTube intitulée Energy Group. Vous pouvez aller sur la chaîne YouTube pour voir ces vidéos en question. Donc, ici, c'est notre petit laboratoire, si on peut appeler ça comme ça. C'est vrai que ce n'est pas esthétique, je parle bien de l'image à gauche. Ce n'est pas esthétique. Certains diront que ça ne respecte pas les normes, mais l'important, c'est le résultat, c'est d'obtenir le résultat. C'est ça qui compte. Au début, la chose principale, c'est d'obtenir le résultat. Après tout, vous allez travailler sur l'esthétique. Bien sûr, c'est ce que j'ai fait, bien sûr, avec mon équipe. Donc, au fur et à mesure, nous nous sommes améliorés. Donc, au fil du temps, j'ai décidé de suivre une formation de renforcement des capacités. C'est vrai que je parvenais à produire le biogaz, je parle de moi, votre formateur, mais il fallait que j'apprenne ou j'approfondisse mes connaissances. Raison pour laquelle j'ai suivi une formation théorico-pratique sur le biogaz. Donc, c'est une formation allemande que j'ai suivie il y a de cela 1 an, ce qui m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur le biogaz, de me perfectionner, de voir là où je commettais des erreurs, de m'améliorer. Donc, et si je suis là présentement pour vous parler du biogaz, ce n'est pas que j'ai lu des documents sur Internet pour venir faire des copier-coller, mais j'ai suivi des formations. Moi-même, je suis allé sur le terrain. J'ai travaillé dans mes laboratoires et autres jusqu'à j'ai obtenu des résultats satisfaisants. Et à cette heure-ci, je suis apte à pouvoir vous parler sur le biogaz, à pouvoir vous dispenser une formation qui vous permettra d'obtenir aussi des résultats. Alors, je pourrais dire qu'à ce jour, j'ai 2 ans d'expérience dans le domaine de la transformation des déchets en biogaz. Oui, 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 je ne l'ai pas commencé il y a quelques mois ou quelques semaines. Je l'ai commencé depuis. Donc, jusqu'à présent, j'ai fait des installations. J'ai été sollicité par certaines entreprises pour dispenser des formations dans ce domaine. Il y a certaines images que je ne pourrais pas vous montrer pour question de confidentialité, mais à ce jour, j'ai déjà 2 ans d'expérience. Je maîtrise déjà la production ou le processus de production, de transformation des déchets en biogaz. Alors, au programme, qu'est-ce que nous verrons?
D'abord, nous verrons une généralité sur les énergies renouvelables. On parle souvent de biogaz, certains en ont déjà entendu parler, d'autres non, mais ils ne savent pas concrètement de quoi il s'agit. Eh bien, je tiens à vous informer que le biogaz fait partie des énergies renouvelables. Certains qui sont en train de suivre la formation en ce moment, ils n'ont pas connaissance de ce que c'est que les énergies renouvelables. Donc, nous allons faire une petite généralité. Ce n'est pas que nous allons aller en profondeur, non, nous allons juste voir les bases des énergies renouvelables. Et ensuite, nous allons voir la notion de base sur le biogaz. Qu'est-ce que vous devez savoir sur le biogaz? Sa constitution, comment on le produit, quels sont les paramètres qui influencent sa production. Nous allons voir tout ça dans la notion de base sur le biogaz. Ensuite, nous allons voir les sources de matière organique. Oui, on utilise les matières organiques pour produire le biogaz. Mais quel type de matière organique on utilise pour produire le biogaz? Et quels sont les paramètres concernant ces matières organiques qu'il faut prendre en compte avant de faire les sélections? Parce que toutes les matières organiques ne sont pas susceptibles de produire le biogaz. Il y a certains types de matières organiques qu'il faut utiliser. Il y a certaines matières organiques qui sont bonnes, d'autres qui ne sont pas bonnes. Je ne dirais pas qu'ils ne sont pas bons, mais qui ne sont pas très excellents. Donc, nous verrons tout ça en détail dans les sources de matières organiques. Ensuite, nous verrons les biodigesteurs. Construction, installation, dimensionnement et maintenance. Les biodigesteurs, bon, je vais commencer par parler de certaines choses. C'est le dispositif qu'on construit pour produire le biogaz. Alors, dans ce module, je vais vous parler des biodigesteurs, ces différentes parties, sa constitution, comment on le construit, les différents modèles qui existent, les différentes typologies qui existent. Il y a plusieurs types de biodigesteurs ou plusieurs modèles. Donc, je vous parlerai en bref. Chaque type de modèle a ses avantages et ses inconvénients. Nous verrons tout ça dans ce module. Nous verrons le dimensionnement, nous verrons la maintenance. Donc, étant donné que le biodigesteur est au centre de notre installation, j'ai en même temps abordé dans ce chapitre la construction, puisque dans la construction, il y a l'installation. Maintenant, dans l'installation, on parle d'épuration. Nous verrons tout ça par la suite. Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas encore de quoi nous parlons, certains termes techniques, épuration, ne vous inquiétez pas. Je vais vous expliquer ça par la suite. Vous allez comprendre ça avec le temps. Donc, c'est dans ce chapitre que j'ai abordé aussi la fabrication des épurateurs ou bien la construction des épurateurs. Nous verrons tout le dimensionnement. Nous verrons ça, la maintenance, comment on fait la maintenance, c'est-à-dire quand il y a telle panne, quelle partie il faut regarder, comment résoudre ce problème, nous verrons ça. Application du digestat. Le digestat, c'est un engrais naturel. Nous verrons tout ça en détail et retour d'expérience. Parce que il faut qu'on le reconnaisse. La théorie nous apprend beaucoup de choses, mais le terrain nous apprend plus. Le terrain nous montre beaucoup plus de choses. Donc, et à travers ce chapitre, je vais vous partager mes expériences personnelles, ce que j'ai eu comme acquis auprès d'autres personnes parce que je travaille avec des particuliers, je travaille avec des entreprises, des associations. Donc, j'ai pas mal de retours d'expérience en- associés avec mes expériences personnelles. Donc, je vais vous partager tout ça durant cette formation. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer avec généralité sur les énergies renouvelables. Donc, généralité sur les énergies renouvelables. Définition. Les énergies renouvelables sont des sources d'énergie dont le renouvellement naturel est assez rapide pour qu'elles puissent être considérées comme inépuisables à l'échelle du temps humain. Donc, ce ne sont pas d'énergie renouvelable. En fait, c'est une source d'énergie dont le renouvellement est inépuisable. Et comme source d'énergie, on peut parler
du soleil, du vent, la force de l'eau, c'est-à-dire c'est tout élément de la nature qui fournit une énergie. Donc, on les qualifie d'énergie renouvelable. Les énergies non renouvelables sont des énergies fossiles comme le pétrole, le charbon et le gaz, dont les gisements limités peuvent être limités. C'est pour dire que ces énergies renouvelables, comme le pétrole, le charbon, le gaz, sont à ressources limitées. En fait, ils sont extraits du sous-sol. Mais le problème, c'est que la vitesse de consommation est supérieure à la vitesse de production. C'est-à-dire quoi? Quand on extrait le pétrole, le charbon, tout ça, ce sont les êtres humains qui utilisent. Mais le problème est que nous l'utilisons à une telle vitesse que, arrivé un moment, ces ressources-là vont s'épuiser. Parce que ces ressources-là, ils prennent des millions d'années avant de se former. Donc, comparé par rapport à notre vitesse de consommation ou d'utilisation, arrivé un moment, ils vont s'épuiser. C'est la raison pour laquelle les scientifiques mènent des recherches pour essayer de trouver d'autres alternatives pour voir comment remplacer le pétrole, le charbon ou le gaz. Parce que ce sont des ressources limitées. Tout le temps, ils vont finir. Donc, parmi les sources d'énergie renouvelable, nous pouvons citer l'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'énergie hydraulique, l'énergie géothermique, l'énergie de la biomasse. Nous allons voir ça. L'énergie solaire est l'énergie transmise par le soleil sous forme de lumière et de chaleur. Donc, je l'ai parlé de ça. Le soleil nous envoie de l'énergie que nous recevons à la surface de la Terre. Donc, les scientifiques se sont posé la question, qu'est-ce que nous pouvons utiliser cette énergie pour faire? Ils ont travaillé au fil des années et ils ont découvert qu'avec cette énergie, on pourrait l'utiliser pour produire soit de l'électricité, soit pour produire de la chaleur. Et le dispositif qui permet de produire de l'électricité à base de l'énergie solaire s'appelle le module solaire photovoltaïque. Et le dispositif qui permet, bon, l'équipement plutôt qui permet de produire de la chaleur à partir de l'énergie solaire s'appelle chauffe-eau solaire. Donc, quand vous installez cet équipement ou bien ce dispositif, rien qu'avec l'énergie solaire, vous pouvez avoir de l'eau chaude. Donc, pas besoin de prendre comment est-ce qu'on appelle, un radiateur ou bien quoi que ce soit pour brancher avant de chauffer votre eau. Non. Dès que vous installez le chauffe-eau solaire, vous avez l'eau chaude. Maintenant, l'énergie éolienne, c'est une énergie qui est fournie par le vent. Le vent se déplace. Le vent fournit de l'énergie. Alors, les scientifiques se sont demandé comment est-ce qu'on pourra exploiter cette force du vent pour produire de l'énergie, c'est-à-dire pour produire de l'électricité. C'est-à-dire, l'objectif principal, c'est de convertir cette forme d'énergie en une autre forme d'énergie. Alors, ils ont réfléchi, ils ont construit des éoliennes qui contiennent des pales, qui sont constituées de pales. Donc, quand le vent souffle, le vent met ces pales en rotation. Donc, ces pales sont connectées à un générateur. Au fur et à mesure que ces pales sont en rotation, ces générateurs produisent de l'électricité. Donc, parlons de l'énergie hydraulique. Ici, on exploite la force de l'eau, comme l'eau des fleuves ou l'eau des rivières. On exploite la force de l'eau. L'eau se déplace. L'eau, en se déplaçant aussi, elle fournit une force. Donc, comment on peut convertir cette forme d'énergie en une autre forme d'énergie? Les scientifiques ont réfléchi, ils se sont dit, OK, nous allons utiliser un alternateur comme pour le principe des éoliennes qui connectent les pales. Ici, ils mettent une turbine. Donc, lorsque l'eau descend avec une force, ça fait tourner les turbines renouvelables parce que ce sont des ressources inépuisables. Le soleil, c'est pas aujourd'hui que le soleil va disparaître, c'est à des millions ou bien des milliards d'années. Le vent aussi, même l'eau des rivières, l'eau des marais, la mer, c'est pas aujourd'hui, ils vont disparaître. Maintenant, la géothermie,
Ici, on exploite la chaleur du sous-sol. Plus vous descendez en profondeur dans la terre, plus la température augmente. Alors, ils ont réfléchi, ils ont dit, OK, comment est-ce qu'on peut exploiter cette forme d'énergie pour produire de l'électricité ou bien de la chaleur? Donc, ils ont réfléchi et ils ont construit des capteurs géothermiques qu'ils qu'ils enfoncent dans le sous-sol. Sur l'image à droite, c'est à la surface de la Terre, mais il y a des capteurs qui sont euh, intégrés au sous-sol. Et grâce à ça, ils produisent de la chaleur grâce à ce phénomène géothermique. Maintenant, parlons de la biomasse. Quand on parle de biomasse, on parle de matière biodégradable. Et en biomasse, on se dit, mais comment est-ce qu'on peut utiliser ces matières biodégradables pour produire de l'énergie? Quand on parle de matières biodégradables, déjà, on parle du bois, on parle des déchets organiques, il y a beaucoup de choses. Donc, le bois, je peux l'utiliser pour produire de l'énergie, par exemple, pour faire du feu. Déjà, ça fait partie de la biomasse. Et on peut qualifier ça d'énergie renouvelable, bon, parce que les arbres ne sont pas près de disparaître, mais la conséquence est qu'il y a la déforestation qui entraîne d'autres causes. On peut transformer ça en charbon de bois pour faire la combustion. Ça aussi, c'est bon. Mais on peut utiliser les déchets organiques. Les déchets, on en produit chaque jour. Contrairement au bois ou au charbon de bois, les déchets, on en produit chaque jour. On peut l'utiliser pour transformer ça en une forme d'énergie pour cuisiner ou bien pour produire de l'électricité. Donc, lui aussi fait partie des énergies renouvelables. Et l'avantage, c'est qu'en utilisant ces déchets, on réduit la pollution de l'environnement. Au lieu que les ménages jettent leurs déchets pour polluer plus l'environnement, on leur dit non, ne jetez plus les déchets. Ces déchets-là, vous pouvez les utiliser pour produire du gaz, pour cuisiner ou bien pour produire de l'électricité. Et c'est l'objectif de notre formation. Nous allons vous apprendre comment vous allez exploiter ces déchets organiques pour produire de la chaleur pour cuisiner. Donc, c'est l'objectif de notre formation. Donc, nous allons commencer avec notion de base sur le biogaz. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat. Notion de base sur le biogaz. Historique. Donc, la découverte de la méthanisation, nous allons voir la définition de la méthanisation. Ça remonte à 1776, lorsque Volta, durant une de ses promenades, a remarqué que du gaz se libérait d'un marais. Donc, il a étudié ce phénomène, il a fait des expériences, il a vu que ce gaz était inflammable, c'est-à-dire c'est un gaz qui brûle. Donc, c'est avec ces recherches que les autres scientifiques l'ont suivi au fil du temps et ils ont découvert ce qu'on appelle le biogaz. Donc, le biogaz n'est pas une invention humaine. Le biogaz n'est pas une innovation. C'est un phénomène naturel qui se produit et ça donne le biogaz. Maintenant, ils ont réfléchi, se sont dit, OK, comment est-ce que nous pouvons reproduire ça de façon à ce que nous puissions utiliser ce gaz pour cuisiner? C'est toutes ces recherches-là qui ont abouti à la construction des biodigesteurs. Sinon, en réalité, c'est un phénomène naturel qui se produit dans la nature. Donc, le biogaz, personne ne l'a inventé, personne n'a innové, on a juste reproduit ce phénomène naturel de façon à ce que nous puissions l'utiliser pour cuisiner ou bien pour produire de l'électricité ou bien pour faire d'autres choses avec. Nous allons nous familiariser avec certaines définitions. Dans tout domaine, avant de commencer la pratique ou quoi que ce soit, il faudrait que vous ayez les notions de base. Il faudrait que vous connaissiez les langages techniques du domaine. Donc, c'est la raison pour laquelle nous allons voir certaines définitions.
il y a beaucoup de choses que nous dirons dans la théorie avant d'aller au TP, mais il ne faudrait pas que ça vous ennuie. Ce sont des éléments essentiels, importants à connaître. La méthanisation, c'est un phénomène biologique par lequel les matières organiques biodégradables se fermentent en milieu anaérobie pour donner du biogaz et du digestat. Comme je l'ai dit, le biogaz, c'est un phénomène le biogaz qui est produit, c'est un phénomène naturel. Et on donne à ce phénomène naturel le nom de la méthanisation. Et milieu anaérobie, en réalité, ça veut dire absence d'oxygène. Absence d'oxygène, c'est ce que ça veut dire. Donc, le nom qu'on donne à ce phénomène naturel qui aboutit à la production du biogaz, c'est la méthanisation. Le biogaz, c'est un gaz combustible produit par la fermentation des déchets organiques en milieu anaérobie. Les déchets organiques, on entend par là les déchets de la cuisine, les mauvaises herbes et autres. Nous verrons ça plus tard. En milieu anaérobie, c'est absent d'oxygène. Le digestat, c'est le résidu ou déchet digéré issu de la méthanisation des déchets organiques. Nous verrons plus ça en détail. Ce sont des termes techniques à connaître. Le biodigesteur, c'est le dispositif technique dans lequel on met les matières organiques pour qu'ils se fermentent et produisent le biogaz. La matière organique, c'est la matière fabriquée par les êtres vivants d'origine animale et végétale. Nous connaissons la matière organique. Ils sont constitués de carbone, d'hydrogène, des acides aminés, etc., des protéines, etc. Tout ça, la, la matière organique contient ça. Ouais. Les intrants ou substances, ce sont les matières organiques pouvant être placées dans un biodigesteur afin de produire le biogaz. Donc, dans le domaine du biogaz, on donne comme nom intrant les déchets qu'on utilise pour produire le biogaz, c'est-à-dire les déchets que vous prenez, que ce soit les déchets de cuisine, que ce soit les déchets végétaux, peu importe le type de déchets que vous allez utiliser, pour mettre dans le dispositif pour produire le biogaz, on donne à ces déchets le nom d'intrant. Donc, si au cours de la formation, je parle d'intrant, sachez que je fais allusion aux déchets. Le pouvoir méthanogène correspond à la quantité de méthane produite par un substrat lors de sa dégradation en milieu anaérobie durant le processus de méthanisation. Donc, le pouvoir méthanogène est un élément très, très important en production de biogaz. En fait, c'est pour désigner la quantité de méthane produit par un certain type de déchets donné. Quand je prends des déchets de la cuisine, les déchets des champs, les déchets, bon, les outils de déchets que nous verrons en détail, si je prends à poids équivalent, ils ne vont pas tous me produire la même quantité de méthane. Donc, c'est cela on désigne par le pouvoir méthanogène, c'est-à-dire ils prennent un type de déchet donné, ils prennent une masse, peut-être une tonne, et puis voient la quantité de méthane qui est produite par ce type de déchet. Ils prennent encore un autre type. Ils prennent encore une tonne, et puis voient la quantité de méthane qui est produite par ce déchet. Donc, l'avantage de connaître le pouvoir méthanogène, c'est que vous pouvez mettre en place un projet et vous vous dites que nous allons utiliser, par exemple, les déchets de maïs uniquement pour produire le biogaz et vendre à la population. C'est un exemple. Et on peut dire, nous allons recueillir peut-être, grosso modo, les déchets de la cuisine, contrairement au premier, pour produire le biogaz et vendre ça à la population. C'est un exemple. Donc, il est important que ces deux personnes aient connaissance du pouvoir méthanogène afin d'estimer la quantité de biogaz qu'ils peuvent produire en fonction du type de déchets qu'ils ont sélectionné.
Donc, c'est à cela que c'est le pouvoir méthanogène. Le gazomètre, c'est le réservoir dans lequel on stocke le biogaz. Donc, on donne comme nom gazomètre le réservoir dans lequel on stocke le biogaz. Pour retenir bien ces termes et définitions. L'épuration, c'est le processus par lequel on filtre les éléments nocifs du biogaz. Oui, le biogaz est constitué de plusieurs molécules que nous verrons par la suite. Le biométhane, c'est un gaz très riche en méthane obtenu après épuration du biogaz. Il y a plusieurs procédés pour produire le biométhane. Mais ici, nous sommes dans le cadre de la production du biogaz. Donc, après avoir épuré ce biogaz, on obtient du biométhane. Donc, la définition que j'ai donnée ici est en rapport par rapport à notre domaine. Composition du biogaz. Le biogaz est un gaz combustible composé essentiellement de 50 à 70% de méthane, 20 à 50% de dioxyde de carbone, de l'hydrogène sulfuré, de la vapeur d'eau, de l'ammoniac, des siloxanes. Bref, c'est de ça qu'est constitué le biogaz. Comme je l'ai dit, il est constitué de plusieurs molécules. Mais qu'est-ce qui fait que ce biogaz brûle? Le CO2 ne brûle pas. La vapeur d'eau, l'ammoniac, les siloxanes, non. Ce qui fait que le biogaz brûle, c'est le méthane. Le méthane est un hydrocarbure. Donc, c'est à cause de lui que le biogaz obtenu brûle. Et on peut s'en servir pour cuisiner ou faire autre chose avec. Le biogaz a une énergie calorifique de 6 kWh par mètre cube. Cette information est importante parce que certains vont vouloir utiliser le biogaz pour produire de l'électricité. Je suis en train de donner directement les domaines d'application du biogaz. Ils se disent, ils vont produire de l'électricité avec le biogaz ou bien ils ont un projet de méthanisation qui va permettre d'alimenter une communauté en électricité à partir du biogaz. Donc, s'il n'a pas les données essentielles qu'il faut, il va échouer dans son projet. Il doit savoir, OK, un mètre cube de biogaz peut me générer combien de kilowattheures? S'il a cette information, s'il se dit que journalièrement pour alimenter cette communauté ou bien pour alimenter, bon, grosso modo, il faut peut-être 1000 kWh par jour. À partir de ça, il peut estimer la quantité de biogaz dont il a besoin journalièrement pour pouvoir alimenter la communauté en électricité. Donc, c'est à ça que servent ces données. En utilisation pour la cuisson, un mètre cube de biogaz est équivalent à 0,5 kg de gaz propane ou butane. Bon, il y a une légère différence, mais grosso modo, c'est un peu proche. 2 kg de charbon, 6 kg de bois. Donc, à quoi vous servent ces informations? Un client peut vous dire que lui, il veut produire du biogaz, qu'il ne veut plus utiliser du gaz en bouteille. Maintenant, la question est de savoir quelle quantité de biogaz il a besoin. Parce que quand nous prenons déjà les bouteilles de gaz de 12 kilos, si vous demandez à une personne, il peut vous dire qu'il utilise pendant une semaine. Un autre peut vous dire qu'il utilise pendant 2 semaines. Un autre peut vous dire qu'il utilise ça pendant un mois. Donc, vous voyez que directement, ils n'auront pas besoin de la même quantité de biogaz. Donc, vous devez être en mesure de faire ces calculs-là. Et à partir de ces données, vous savez qu'un mètre cube de biogaz correspond à 0,5 kg de gaz butane. Donc, si vous dites qu'ils utilisent une bouteille de 12 kilos pendant 2 semaines, vous pouvez faire votre calcul pour estimer la quantité de biogaz qu'il a besoin journalièrement et lui proposer un système adapté. Si vous dites qu'il utilise ça pendant un mois, avant que ça ne finisse, vous pouvez faire votre calcul et estimer la quantité de biogaz dont il a besoin journalièrement
pour répondre à ses besoins. Donc, nous verrons tout ça dans le dimensionnement. Nous verrons tout ça dans le dimensionnement. De même que 2 kilos de charbon, 6 kilos de bois. Bon, ici en Afrique, qui prend son temps pour peser le charbon de bois ou le bois? Personne ne prend son temps pour prendre ces données. Mais des recherches ont été faites et ils ont donné des valeurs que pour tel nombre de personnes, c'est-à-dire en moyenne, il faut tel mètre de biogaz par jour. Ce sont des recherches qui ont été faites. Donc, à partir de ça, vous pouvez l'utiliser pour dimensionner votre système et leur proposer. Nous verrons tout ça au fil du temps. Donc, comparaison entre le biogaz et le gaz naturel. D'abord, la première des choses, c'est la composition. Normalement, avant de venir sur la composition, je parlerai de la méthode d'obtention. C'est-à-dire, le biogaz, lui, il est obtenu par la fermentation des matières organiques. C'est-à-dire, toute personne qui possède de la matière organique ou bien des déchets organiques peut produire du biogaz. Par contre, le gaz naturel, il est obtenu par extraction. Le gaz naturel, lui, on extrait du sous-sol. Toute personne ne peut pas produire du gaz naturel. Il faut disposer d'une grande unité des raffineries pour pouvoir extraire le gaz naturel. Je vois sur Internet des YouTubeurs dire comment produire soi-même le gaz naturel. En réalité, ce n'est pas le gaz naturel, mais c'est le biogaz dont ils parlent. Et il y a certains même, ils disent le biogaz, mais en réalité, ce qu'ils produisent, ce n'est même pas du biogaz. Donc, la première des choses, c'est la méthode d'obtention. Le biogaz, tout le monde peut le produire, mais le gaz naturel, non. Ça, il faut disposer des usines, des industries, des ingénieurs, tout ça pour pouvoir extraire. Maintenant, la deuxième des choses, la composition. Le biogaz, lui, il est constitué d'un seul hydrocarbure qui est le méthane. Mais le gaz naturel, il est constitué de 4 hydrocarbures, le méthane, l'éthane, le propane et le butane. Tous ces gaz-là brûlent. Donc, voilà un peu la différence. Maintenant, au-delà de ça, nous parlerons de densité, de masse volumique, du PC qui est le pouvoir calorifique. Donc, toutes ces valeurs sont importantes. Mais retenez que c'est la méthode d'obtention qui est différente. Et le biogaz, lui, il est constitué d'un seul hydrocarbure, contrairement au gaz naturel. C'est ça qui est essentiel. Les autres données sont quand même importantes, mais bon, pas en tant que tel. Maintenant, le processus de la méthanisation. Ici, si vous n'êtes pas chimiste ou biochimiste, ça va être un peu compliqué pour vous. D'ailleurs, moi-même, je ne suis pas chimiste ou biochimiste. Je ne suis pas biochimiste, mais je vais m'efforcer de vous expliquer de quoi il s'agit. Donc, comme je l'ai dit, le nom qu'on donne à ce phénomène naturel qui aboutit à la production du biogaz, c'est la méthanisation. Maintenant, ce processus respecte des étapes. La première étape, c'est l'hydrolyse. On dit les grosses molécules complexes constituant la matière organique, à savoir les glucides, protéines, lipides, sont dépolymérisées et transformées en molécules plus simples sous l'action des bactéries hydrophiles. Elle aboutit à la formation des composants monomériques comme les acides aminés, les sucres simples et les acides gras. C'est pour dire quoi? Les molécules, il y a des grosses molécules, les molécules à plusieurs chaînes. Ceux qui ont fait jusqu'à terminale, surtout scientifiques, vont un peu mieux comprendre ce que je dis. Il y a des molécules à longue chaîne. Donc, avant de produire le biogaz, il faut casser ces molécules. C'est comme j'ai un bâton, un molécule c'est comme, disons, j'ai un bâton de 1 mètre qui représente ma molécule. Alors, pour commencer, je dois diviser ce bâton-là.
en plusieurs parties. C'est ce qui se passe au niveau de la phase hydraulique. Les molécules à longue chaîne, là, ils sont divisés, ils sont cassés, ils sont cassés. Donc, c'est ce qui se passe à ce niveau. Acidogénèse. Les acidogénèses sont transformées en précurseurs de méthane, acétate, hydrogène et gaz carbonique. Ces molécules peuvent servir. Donc, la deuxième phase, c'est l'acidogénèse. C'est une autre étape, ça. Bon, c'est les biochimistes qui sauront mieux vous expliquer cette partie. Mais il est important qu'on connaisse aussi pour que lors d'un séminaire, lorsque vous allez faire une présentation, vous puissiez quand même vous défendre face aux docteurs ou bien à ceux qui se connaissent parce qu'on ne sait jamais. Acétogénèse, c'est la phase durant laquelle se forme l'acétate, substrat permettant la synthèse du méthane. Donc, c'est à cette étape que l'acétate se forme pour permettre la production du méthane, c'est-à-dire le biogaz proprement dit. La méthanogénèse plutôt, cette phase est assurée par les bactéries méthanogènes et permet la production du biogaz. Vous devez savoir que la production du biogaz est réalisée par les bactéries. Vous devez savoir ça. Et ces bactéries, on les appelle les bactéries méthanogènes. Donc, quand on prend la matière organique, on le met dans le système et puis ça se fermente jusqu'à nous donner le biogaz. Il faut savoir que ce sont des bactéries qui sont responsables de cette fermentation. Ceux qui ont fait des études scientifiques, nous savons que la fermentation, tout ça, il y a des bactéries qui entrent en jeu. Même dans le corps humain, certaines réactions chimiques, certains processus sont dus aux bactéries. Donc, la production du biogaz est réalisée par les bactéries méthanogènes. Sans bactéries méthanogènes, il n'y aura pas de production du biogaz. Il n'y aura pas. Donc, voilà, je dirais un diagramme, voie de dégradation de la matière organique sous condition anaérobie. Anaérobie, c'est en absence d'oxygène. Donc, c'est à titre d'information. Maintenant, le diagramme de la méthanisation. Nous disons que la méthanisation, c'est le phénomène biologique par lequel on produit le biogaz. Et nous avons dit que c'est Volta qui a remarqué d'abord ce phénomène-là. Et nous avons dit qu'au fil du temps, ils ont essayé de reproduire ça pour que nous puissions l'utiliser pour cuisiner. Maintenant, avec tout ça, aujourd'hui, la méthanisation permet de faire, disons, deux choses. Il permet en premier de produire du biogaz et en deuxième de produire du digestat. Donc, le biogaz, c'est le gaz qui brûle. Le digestat, c'est l'engrais naturel et on l'utilise comme fertilisant. Donc, l'avantage de la méthanisation, c'est quoi? C'est que quand vous disposez des matières organiques, non seulement vous pouvez produire du biogaz, mais vous pouvez à la fois produire un engrais naturel très riche. Donc, le biogaz, lui, il est utilisé pour produire de la chaleur. On fait allusion à la cuisson des repas, ou soit pour produire de l'électricité. Donc, quand vous utilisez votre matière organique pour produire le biogaz, c'est à vous de décider ce que vous allez en faire. Maintenant, le digestat, l'engrais recueilli, vous pouvez l'utiliser comme fertilisant pour arroser vos plantes, vos champs. Et ça donne de très bons résultats. Nous avons expérimenté l'utilisation du digestat avec des retours d'expérience. Vraiment, le digestat est un engrais naturel très, 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 très bon. Maintenant, comment se fait-il que le biogaz est produit, que le digestat aussi est produit?
Nous verrons tout ça en détail. Nous allons vous expliquer le processus, comment ça se passe concrètement. Comment construire son système pour avoir à la fois le biogaz et le digestat. Nous allons vous montrer tout ça durant la formation. Maintenant, les avantages et inconvénients de la méthanisation. Toute chose a des avantages et inconvénients. Parlons d'abord des avantages. Plus besoin d'acheter du charbon de bois, du pétrole et le gaz en bouteille. Oui, si vous avez de la matière organique suffisamment qu'il faut, vous serez dépendant de votre propre production. C'est l'avantage. Réduction de la fumée à l'intérieur des habitations. Dans les zones reculées, on utilise du charbon ou bien du bois pour faire du feu. Et ces feux-là dégagent de la fumée qui est nocive pour la santé. Il y a certains qui disent que nos mamans d'avant, ils cuisinaient comme ça, mais ils vieillissaient avant de mourir. Donc, c'est une excuse. Sauf que c'est au fil des années qu'on a découvert certaines maladies. Avant, là, il y avait les femmes mouraient de certaines choses, mais comme la science n'était pas suffisamment développée, on ne savait pas que c'était plutôt ces fumées-là qui provoquaient ces morts-là. Et en plus, nous n'avons pas tous le même état de santé. Donc, il y a certains qui résistent mieux, il y a certains qui ne résistent pas. Là, je ne suis pas là pour donner des cours de médecine, pas. C'est à vous d'aller mener des recherches. Mais ces fumées sont aussi pour la santé. Ce n'est pas bien. Réduction de la pollution atmosphérique. C'est ça même l'objectif. On veut éviter de polluer l'environnement. Donc, en utilisant ces matières organiques, on réduit la pollution de l'environnement. Gestion durable des déchets organiques. Dans certaines villes africaines, ou bien dans certains pays africains, vous allez remarquer que dans certaines zones particulières, on entasse tas d'ordures. Mais si on prend plutôt ces ordures-là pour faire la méthanisation, les zones-là seront propres. Donc, c'est manque d'information, de connaissances qui fait que ces personnes font ça. Donc, grâce à la méthanisation, on pourra gérer efficacement les déchets organiques, lutte contre le réchauffement climatique, diminution de la déforestation. Si vous installez des systèmes pour produire du gaz aux populations, ils n'auront plus besoin d'aller couper des arbres. Donc, on diminue drastiquement la déforestation. Les arbres sont importants parce qu'ils absorbent le CO2, le CO2, le dioxyde de carbone à un moment donné de la journée. Maintenant, parlons des inconvénients. Il y a plusieurs avantages, mais ce sont des avantages essentiels. Parlons des inconvénients. La production est dépendante de la quantité de déchets. Oui, oui, oui. La quantité de biogaz produit dépend de la quantité de déchets que vous avez utilisés. Donc, c'est un inconvénient. Si vous n'avez pas suffisamment de déchets, vous ne pourrez pas produire au-delà d'une certaine quantité. C'est un inconvénient. Le biogaz contient du sulfure d'hydrogène qui est nocif pour l'homme et les appareils préfèrent. C'est un inconvénient. Installation coûteuse. Oui. Si vous voulez être dépendant, vous devez être prêt à investir des sommes colossales. Bon, ça dépend de tout un chacun. Il y a certains qui trouvent que c'est coûteux, il y a certains qui trouvent que c'est abordable, il y a certains qui trouvent que ce n'est pas coûteux. Ça dépend des moyens financiers de chacun. Mais sachez que pour être dépendant énergétiquement, il faut investir beaucoup.
Maintenant, le domaine d'application du biogaz. Domaine d'application du biogaz. Le biogaz est utilisé pour la cuisson de repas, pour l'éclairage. Je vous montrerai les photos. La production d'électricité, la cogénération, qui consiste à produire l'électricité et la chaleur en même temps. La production du biocarburant. Donc, on utilise le biogaz pour faire tout ça. Donc, sur les photos que vous voyez à gauche, à droite plutôt, excusez-moi, c'est le biogaz. La flamme que vous voyez, ce n'est pas la flamme du gaz naturel, mais du gaz butane, c'est le biogaz. Maintenant, vous allez voir, dernière photo à droite, une marmite sur une gazinière. C'est du biogaz épuré que vous voyez. La flamme, là, c'est du biogaz épuré. Durant cette formation, nous allons vous apprendre comment épurer le biogaz. Nous allons vous montrer ça. Ça aussi, on utilise de grands fourneaux pour cuisiner avec le biogaz. Donc, c'est l'image que vous voyez à votre gauche. Maintenant, l'image que vous voyez à votre droite, c'est une lampe à biogaz. Ça fonctionne comme les lampes pétrole. Les lampes pétrole, vous versez du pétrole à l'intérieur et puis vous allumez votre allumette pour vous éclairer. Mais la lampe à biogaz, lui, utilise le biogaz. Cela fonctionne aussi comme les lampes à gaz. Donc, on peut l'utiliser pour s'éclairer. Donc, dans les zones très éloignées, vous pouvez installer ce système pour produire le biogaz. Mais à la fois, vous pouvez installer ces lampes à biogaz pour qu'ils puissent s'éclairer. C'est très bien possible. Et ça éclaire. Donc, c'est un avantage, ça. On utilise le biogaz, nous avons dit que pour produire de la chaleur. Mais dans ce processus de production de la chaleur, on peut l'exploiter de plusieurs manières. L'image que vous voyez à votre gauche, c'est le gradient à biogaz. Le gradient produit de la chaleur à partir du biogaz. Ceux qui sont dans le domaine de l'élevage, quand les poussins naissent, ou bien les petits animaux, des porcs, etc., quand ils naissent, ils ont besoin de la chaleur. Alors, qu'est-ce que les éleveurs font? Ils prennent ces poussins-là, ou bien ces petits animaux-là, ils les mettent dans une enceinte, et puis ils placent le radiant à biogaz qui va fournir de la chaleur à l'intérieur, permettant de maintenir ces poussins. Ah, je pense que ce dispositif, on l'appelle couveuse, si je ne me trompe pas. Donc, avec le radiant biogaz, ils peuvent produire de la chaleur pour chauffer ces petits animaux et les maintenir en vie. Je ne suis pas expert en domaine de l'élevage, mais je sais que grosso modo, c'est comme ça fonctionne. Donc, la production de biogaz ne concerne pas une catégorie de personnes particulières. Même les éleveurs trouvent son utilité. Même l'agriculteur trouve son utilité. L'agriculteur, il jette les déchets. Ce n'est pas bien. Il faut plutôt leur proposer de leur installer un dispositif où ils peuvent utiliser ces déchets pour produire le biogaz. Ils n'auront plus besoin de se déplacer à des kilomètres pour chercher du bois. Donc, dès qu'ils repèrent les mauvaises herbes là, ils utilisent pour produire du gaz. Et ça leur fait gagner en temps au niveau de la cuisson de repas et en énergie. Donc, l'éleveur aussi
trouve aussi son compte. Maintenant, nous avons dit qu'on utilise le biogaz pour produire de l'électricité. Et pour ce faire, on utilise des générateurs. Il y a des générateurs à biogaz qui sont déjà conçus. Et c'est l'image que vous voyez à votre gauche. Mais cela n'empêche pas qu'il est possible d'adapter les générateurs que nous utilisons pour qu'ils fonctionnent au biogaz. C'est possible de le faire. Si vous n'avez pas les moyens de vous en procurer, du générateur à biogaz, vous pouvez adapter les générateurs existants pour qu'ils fonctionnent au biogaz et produisent de l'électricité. Maintenant, cogénérateur, c'est l'image à votre droite. C'est elle qui sert à produire de l'électricité et de la chaleur en même temps. Donc, voici les domaines d'application du biogaz. Donc, nous venons de terminer la séance 1. Donc, à la séance 2, demain, nous allons commencer les choses sérieuses. Nous allons voir comment produire le biogaz, c'est-à-dire le processus. Comment on fait pour produire le biogaz? Nous allons voir ça demain. Nous allons voir pourquoi deux personnes échouent dans les tentatives de production du biogaz. Moi aussi, à mes débuts, j'ai échoué. Mais avec le temps, j'ai fini par comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Et il y a beaucoup de personnes qui échouent dans ce processus. Demain, non seulement je vais vous apprendre comment produire le biogaz, mais je vais vous expliquer pourquoi les gens échouent. Dans ce processus, il y a des paramètres qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire les conditions à respecter pour produire ce biogaz. Je peux vous montrer des tas de vidéos, vous montrer de A à Z comment je fais. Mais c'est moi seul qui sais que j'ai respecté cette étape-là. C'est moi seul qui sais que j'ai respecté ce processus. Mais vous qui voyez ça comme ça, vous ne savez pas ce que j'ai fait. Et puis vous essayez de reproduire et ça ne marche pas. Et c'est l'erreur que beaucoup ont commis. C'est l'erreur que moi aussi j'ai commis avec mes collaborateurs. C'est l'erreur que beaucoup de personnes nous avons commis. Donc, avec le temps, nous avons fini par comprendre. Donc, nous allons voir les conditions à respecter pour produire le biogaz. Si vous respectez ces étapes, vous allez réussir à produire votre biogaz. Il y a des paramètres qu'il faut prendre en compte. Donc, demain, nous allons commencer les choses sérieuses. Et cette deuxième séance, c'est uniquement pour ceux qui ont fait pour la formation. Nous allons voir le protocole expérimental de la méthanisation. Comme je l'ai dit, vous n'avez pas besoin de grands moyens pour commencer la petite expérience. Nous allons voir comment avec très peu de moyens, moins de 5 000 francs par exemple, vous pouvez faire un petit système pour expérimenter la production du biogaz. Nous allons vous montrer ce protocole expérimental de A à Z. J'ai même fait une vidéo du début jusqu'à la fin où je montre comment on réalise ce protocole expérimental. Pour ceux qui ont payé pour suivre la formation, vous aurez accès gratuitement à cette vidéo. Parce que je sais que l'homme finit par oublier. Notre mémoire, ça ne date pas les choses à la longue. Donc, c'est la raison pour laquelle cette vidéo est mise à disposition gratuitement pour ceux qui ont payé pour suivre la formation. Et s'il y a le temps, nous allons aborder les matières organiques, c'est-à-dire les types de déchets qu'on utilise. Et je vais en profiter pour vous parler des déchets que nous avons utilisés, des déchets que nous avons expérimentés. Il y a des déchets que nous avons testés. Et nous savons que tel type de déchets produit beaucoup, tel type de déchets n'est pas efficace.
je partagerai ces expériences avec vous. Donc, bref, c'est ce que nous ferons demain. Il y a certains qui posent la question de savoir, mais nos formations là, ça coûte combien? Avant, on donnait un préfixe, mais maintenant, nous nous sommes rendus compte que tout le monde n'a pas les mêmes capacités financières. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place 3 options de formation. La première option, ça concerne le protocole expérimental de la méthanisation. Peut-être que tu es juste curieux, tu veux juste savoir comment ça fonctionne et tu veux réaliser un petit protocole pour pouvoir produire. C'est pas que tu veux apprendre pour installer, pour construire, pour valider des clients. Tu veux seulement à titre d'information. Cette option est faite pour toi. On te demande le protocole, on t'explique comment on fait. Tu réalises pour produire ton biogaz et c'est à 10 000 francs. Option 2. Là, ça concerne la construction du biodigesteur, le pas bien sûr du dispositif dans lequel les déchets, plus le stockage, les quel type de stockage on peut utiliser. Nous en parlerons. Plus la production du biogaz, on vous explique le processus. Donc, avec ce module, vous serez en mesure de construire le système, de le mettre en place jusqu'à produire le biogaz. C'était à 35 000 francs. Formation en ligne. Et la troisième option, vous voulez aller loin. Vous voulez non seulement produire le biogaz, mais vous voulez l'épurer pour certaines applications. C'est en fonction du type d'application qu'il faut épurer le biogaz. Si je veux cuisiner, il y a un type d'épuration qu'il faut faire. Si je veux produire de l'électricité, il y a un type d'épuration qu'il faut faire. Si je veux produire du biocarburant. Donc, dans ce module, non seulement nous allons vous apprendre à construire le système à produire le biogaz, mais nous allons vous apprendre aussi comment on construit ces épurateurs, comment on fabrique ces épurateurs. Ou bien, si vous ne voulez pas fabriquer, où est-ce que vous pouvez en trouver? Mais l'objectif même, c'est qu'on vous apprend à construire des épurateurs. C'est à vous de voir si vous préférez construire vous-même ou si vous préférez acheter ça quelque part. Chacun avec ses préférences. Mais nous allons vous montrer comment fabriquer ces épurateurs. Et adaptation de la gazinière au biogaz. Nous allons vous montrer ça. Mais parce que la gazinière que nous utilisons, si vous utilisez ça comme ça, il est fort probable que vous n'ayez pas de résultat. Nous allons rencontrer ce problème par le passé. Alors nous allons vous montrer comment faire l'adaptation. Alors la question est de savoir quel module de formation nous sommes en train de dispenser sur cette semaine. C'est le module de 65 000 francs, l'option 3. Donc, cette semaine est dédiée à l'option 3, construction du biodigesteur, fabrication des épurateurs, adaptation de la gazinière au biogaz. Il y a des vidéos que nous avons déjà postées sur le canal de téléphone. Il y a des vidéos de TP que nous allons encore réaliser, que nous avons déjà réalisé pour que nous allons ajouter aux anciennes vidéos. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, je prie de les poser dans le chat. Ou si vous nous suivez sur Facebook, je vous prie de les mettre en commentaire.